Pour avoir plus de contenu, Sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. plan P. Bonjour à tous, 10h. Bon, on va commencer la première session avec nos intervenantes Ouais. et Nicolas. Donc on a eu des nouvelles de la maman, 3,6 kg. Félicitations à Richard encore. Bravo Richard et bravo félicitations à la maman, du petit Elliot, il s'appelle. Voilà. Du coup, On on va... reçoit Marie, donc de Advenice, Reim, et Anne, pour le coup, de Place des Investisseurs aujourd'hui. Enfin, en tout cas ce matin à 10h. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à vous. Merci d'être venus. Merci. Merci pour l'invitation. Exactement. Moi, je suis ravie. Je vous ai entendu en venant dans le métro et j'ai entendu bienveillance et plaisir. Donc, je me suis dit, je peux venir. Tu as bien fait. C'est le bon endroit. On va démarrer par une série de questions. Cette présentation, alors, donc, on va parler du sens de l'investissement. Peut-être, Marie, tu peux te présenter, et puis même Anne, un peu ce que tu fais, ce que vous faites toutes les deux. Comme ça, au moins, on a un peu d'infos pour tout le monde. Et après, on attaque Dans le dur. dans le dur. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Marie, je travaille pour le groupe Advenice et plus précisément, je suis responsable d'une plateforme digitale de distribution digitale pour une nouvelle SCPI qui a comme objectif un petit peu de casser les codes de la SCPI et de vous expliquer un peu à tous en quoi la SCPI peut avoir de l'intérêt, quel que soit son âge, quel que soit son montant d'investissement, quel que soit son horizon de placement. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif aussi de mon intervention aujourd'hui. Trop bien, merci d'être là. Merci Marie. Merci à vous. Bonjour, moi je suis Anne Guignard, moi je dirige Place des Investisseurs. Place des Investisseurs, c'est une association qui s'adresse aux investisseurs individuels. On existe depuis des dizaines d'années et on a élargi notre champ d'action à toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire que on fait de la formation, de l'éducation sur tout ce qui peut être proposé à un investisseur particulier. Et notre objectif, c'est donc de donner les clés de base pour que l'investisseur puisse faire ses choix de la façon la plus éclairée possible. Et vous avez une newsletter, je crois, de mémoire. On a une newsletter, effectivement. On a, on fait aussi des réunions beaucoup avec des sociétés cotées à Paris, mais surtout en province. On fait 15 à 20 réunions par an. Donc, on a un réseau d'investisseurs de plus de 100 000 investisseurs qui sont répartis sur toute la France, qu'on voit très régulièrement. Et puis, on est de plus en plus digital. Bon, trop bien. Ce que je vous propose, il est 10h02. On aura 53 minutes. On va essayer de garder 5 minutes pour des questions, parce qu'on a eu des questions en amont. On essaiera de les poser. Sur les questions, je pense qu'on fera plus rapide, mais on s'est vu vendredi pour préparer ce point d'une heure. On a préparé 11 questions. Donc, on va essayer de se dire qu'on va faire 4 minutes par question. Je crois que les équipes en régie vont essayer de nous tramer le temps, mais on va essayer On va essayer. De le tenir. On va essayer de se tenir à ça. Soyez pas surpris si par moment on vous dit il est peut-être trop long et on enchaîne. Je laisse poser la première question, Nicolas. Ouais, alors pour le coup, à toutes les deux, c'est quoi pour vous investir? Et de la même manière, à partir de quand en fait, on peut commencer à investir, peu importe le profil d'ailleurs, que ce soit quelqu'un qui soit particulier, chef d'entreprise, peu importe le montant, je pense l'âge. C'est quoi un peu la définition généraliste là-dessus que vous avez à toutes les deux? Alors, nous, on est assez clair chez Place des Investisseurs. On se dit que investir, c'est après avoir constitué son épargne de précaution. Alors, on le répétera jamais assez, et puis je pense que Marie le répétera aussi derrière moi. L'épargne de précaution, la constitue. On a 3 à 6 mois de revenus devant soi pour faire face aux aléas de la vie, des choses, des machines qui tombent en panne, quelque chose à acheter. Donc ça, on l'a sur des livrets, c'est complètement liquide. Au-delà de ça, c'est important d'investir et la crise inflationniste post-Covid nous l'a bien rappelé, c'est que si on veut, au-delà de cette épargne de précaution, se construire un pouvoir d'achat pour le futur, et on verra à quoi ça peut être relié comme projet de vie, eh bien, il faut premièrement le placer pour faire mieux
que l'inflation, pas perdre de pouvoir d'achat, et bien évidemment essayer de faire mieux et de pouvoir, avec les différentes classes d'actifs, on en reparlera, qui sont proposées, pouvoir se constituer un pouvoir d'achat de plus en plus important qu'on consommera dans le futur. La deuxième question, c'était quand est-ce qu'on peut le faire ? Moi, je suis vraiment... Moi, je veux pas qu'on ait d'injonction. C'est-à-dire, faut arrêter de dire aux gens, oh là là, vous avez tout raté parce que vous l'avez pas fait. Voilà, faut le faire le plus tôt possible si on peut, mais il faut le faire au moment où on a un petit peu de temps pour, et on y reviendra, se poser, se comprendre comment se passent les choses, comprendre les bases, et puis on y va. Mais on le verra, on peut y aller à tout âge. C'est pour ça, c'est bien, le plus tôt possible, à tout âge, mais pas se battre la coupe parce que on l'a pas fait tout de suite. Et je rajouterai peut-être une petite parenthèse là-dessus. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, nous on le voit parce qu'on publie beaucoup sur LinkedIn notamment, de posts hyper alarmistes. Voilà. Ça, pour moi, c'est un truc qu'il faut absolument pas forcément en prendre compte ou pas se dire effectivement j'ai raté un truc, j'ai raté ma vie. Non, il faut commencer à un moment donné où effectivement on a on est prêt. Voilà. Parce qu'il y a une manière d'être prêt, une manière d'être éduqué là-dessus. Et il faut commencer, je pense, pour le coup à ce moment-là. Fin de la parenthèse. Oui, je vais aller exactement dans le sens de ce que vient de dire Anne. Effectivement, d'abord, il n'y a pas un moment idéal, un moment parfait, un âge précis pour pouvoir investir. C'est effectivement quand vous vous sentez prêt et qu'effectivement l'épargne de précaution, et je suis tout à fait en phase avec ça, doit être constituée parce que cette épargne de précaution, elle est importante. Et effectivement, on considère en gestion de patrimoine qu'on estime entre 3 et 6 mois de salaire ou entre 3 et 6 mois de charge en fonction des trains de vie des personnes. Mais évidemment, on se bat tous les jours pour dire que ça suffit, 3 à 6 mois de salaire, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, comme l'a expliqué Anne, vos livrets sur lesquels vous mettez votre épargne de précaution ont un taux d'intérêt qui est plus bas que le taux de l'inflation. Et comme ce taux d'intérêt est plus bas que le taux de l'inflation, et de fait, votre pouvoir d'achat se diminue au fur et à mesure du temps. Et donc, dès qu'on a constitué cette épargne de précaution, effectivement, il faut se poser la question de « Ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Non, c'est sûr. Moi, je rajouterais même une chose, c'est que sur les 3 à 6 mois, c'est effectivement ce qu'on nous apprend à l'école, en tout cas en gestion de patrimoine, dans les masters et puis même dans les professionnels en tant que tels. Nous, au cabinet, on parle plutôt de seuil psychologique. Dans le sens où 3 à 6 mois, c'est bien, c'est une norme, entre guillemets. Mais ce qu'on va chercher, c'est plutôt le seuil psychologique de tranquillité de l'investisseur, où finalement, on se dit, aujourd'hui, j'ai 10 000 euros à côté, je suis à l'aise, j'en ai 20, je suis à l'aise. Si mon seuil, c'est 50 000, c'est trop. Mais pour autant, si tu es à l'aise avec 50 000 et que tu n'es pas à l'aise avec 45, tu ne feras pas d'investissement si tu n'as pas ce seuil-là. Donc moi, je parle plutôt de seuil psychologique là-dessus, en sensibilisant effectivement dès que ça dépasse, on va dire, les 6 mois de revenus, en disant que c'est peut-être un peu trop et que le seuil, si on peut le revoir à la baisse, c'est pas mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un minimum à avoir. Les 3 à 6 mois, c'est le minimum. Mais le maximum, on rejoint le seuil psychologique. Oui, alors moi je vais juste rebondir dans mon expérience, parce que du coup j'ai fait 15 ans de banque privée et 6 ans de cabinet. Il y a des personnes qui ont des seuils psychologiques à 250 000 euros. Non, je sais. C'est aberrant, mais et voilà, et c'est vrai qu'il faut prendre en compte ça. En même temps, je pense que notre devoir de professionnel, c'est aussi de sensibiliser sur ces sujets-là. Et pour rebondir là-dessus, pour vous, le manque peut-être d'investissement, mis à part le côté psychologique, c'est plutôt le manque d'éducation financière ou le manque de confiance en soi ? Alors moi, je dirais les deux, mon capitaine, mais surtout que les deux vont ensemble. Parce que en fait, souvent, tu n'as pas confiance parce que tu ne connais pas les choses. Moi, je fais souvent une analogie avec la médecine, par exemple. Regardez, autrefois, on nous expliquait pas, quand on allait avoir une intervention, ce qu'on allait faire, le geste, voilà. Sur la finance, c'est pareil, en fait. Si on va dans quelque chose... La médecine, on avait la confiance. Il y avait la confiance. On a la confiance du praticien. Mais du coup, il y avait la peur qui restait. Ah oui, la peur, tu l'as toujours. Oui, donc, plus tu expliques les choses, plus tu vas baisser ce niveau d'angoisse parce qu'on ne sait pas. Et du coup, ça va amener aussi de la confiance en soi.
Je ne parlais pas forcément de la confiance dans les intermédiaires. Alors, la confiance dans tes intermédiaires qui t'accompagnent, ça, on y reviendra dans une autre question. Mais je pense que éducation financière et confiance en soi pour y aller, ça va ensemble, notamment chez les femmes. D'accord. Et là, merci beaucoup pour ce plateau qui est une parité complète, puisqu'on est deux hommes, deux femmes. Donc, pour démarrer la semaine, je trouve que c'est un bon signe. Parfait, ouais. Merci, parce que sur la finance, c'est pas toujours le cas. Ouais. Exactement. Mais cette confiance en soi, elle est très, très importante, notamment pour les femmes qui ne se trouvent pas encore légitimes pour y aller. Donc, l'éducation et le fait de comprendre va augmenter ce niveau de confiance. Sûr. Et après, on va voir qu'il y a des outils pour démarrer de façon, avec des petits montants et de façon progressive. Encore en phase avec Anne. Comme quoi, vous nous avez bien invités. C'est bien. On va le rester. On va poser des questions. Voilà. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un sujet d'éducation financière. Évidemment, si on analyse un tout petit peu les études qu'on peut faire, les seules fois où on parle de finance, c'est après le bac, quand on a fait une école qui permet de parler de finance. Ouais. On n'aborde jamais les sujets d'économie, jamais les sujets de finance, jamais les sujets de patrimoine et de gestion de patrimoine au lycée. Ça fait pas partie de la base de connaissances. Voilà, moi, je pensais... En fait, j'ai réalisé que je vivais dans un microcosme assez réel par rapport à ça. Quand on a interrogé, on a lancé une étude Opinionway pour analyser l'épargne des Français. Et donc, on a posé la question à un panel conséquent de personnes représentatives de toute la France, donc pas que des Parisiens. Et du coup, on s'est rendu compte que 78% des personnes ne savaient pas ce que c'était que la SCPI. Moi, je fais ça toute la journée. Et pour le coup, ça a été vraiment une révélation de se rendre compte qu'il y a un vrai manque d'éducation. Et ce manque d'éducation, effectivement, amène clairement à un manque de confiance parce que quand on ne maîtrise pas les choses, on a du mal à y aller. Après, je pense aussi qu'il y a un sujet aussi qui est le temps. Le manque de temps. Je dirais pas que c'est le manque de temps, c'est on ne prend pas le temps. Voilà, je suis tout à fait en phase. Qui te dit, je veux faire du sport, mais j'ai pas le temps. C'est exactement ça. Tu prends pas le temps de le faire. C'est exactement pareil. Ouais. Et ces sujets-là, c'est des sujets où tu sais qu'en fait, ça va être compliqué parce que tu vas aborder des choses que tu connais pas. Donc, quand tout apprentissage, ça se passe un peu dans la douleur, entre guillemets, il faut que tu te creuses un peu les méninges, que tu te poses sur le sujet, tout ça. Mais pour autant, quand tu le fais vraiment, y a un vrai gain. Ah oui. Et je parlerais même d'éducation patrimoniale au sens large, parce qu'on se concentre sur l'éducation financière, ce qui est bien, parce qu'apprendre à faire un budget, investir, c'est bien. C'est déjà les bases, voilà. C'est déjà pas mal. Mais il y a un gros sujet, enfin moi c'est ce que j'essaie de défendre depuis maintenant 3 ans sur LinkedIn, c'est l'éducation patrimoniale. Donc c'est vraiment tout, la fiscalité, l'investissement, faire un budget, chef d'entreprise qui peut avoir des sociétés ou pas d'ailleurs, investir non propre en non propre, l'immobilier. La transmission. Ouais, tous ces sujets qui sont des sujets essentiels de vie et des étapes de vie qu'on va avoir. Ou sur lesquels il y a un gros travail de pédagogie à avoir et un gros travail de prise d'information, on va dire, des Français de manière générale, quoi. Et tu vois, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu disais, étape de vie. On en avait préparé dans les questions. Le but aujourd'hui de l'investissement, c'est pas juste j'ai de l'argent, plus de 6 mois, plus de 50 000 euros, je le place pour battre l'inflation, parce que c'est une vision mathématique qui peut être louable. Qui s'entend. Mais l'idée, ça doit servir pour vous. C'est quoi les buts derrière l'investissement ? C'est vraiment, je le répète, c'est vraiment se créer aussi un pouvoir d'achat pour le futur. Alors le pouvoir d'achat, il peut être lié, moi je sais pas, dans 3, 4 ans, 5 ans, de se dire on veut acquérir sa résidence principale par exemple, un petit peu plus loin. Alors ces bateaux, c'est toujours les exemples qu'on donne, mais c'est juste pour frapper les esprits, puis c'est quand même la vie réelle. C'est si on a des enfants, je veux dire, dans 10-15 ans, je vais devoir payer les vies d'étudiantes de mes enfants, et puis là, je peux en parler un peu plus que vous, parce que j'ai plus de cheveux blancs. Je prépare ma retraite. Voilà. Donc ça donne du sens tout de suite, et on va le voir que du coup, ça donne des horizons de temps, et du coup ça donne aussi, comme on a un horizon de temps plus court ou plus long, ça donne aussi des notions de qu'est-ce que je peux prendre comme risque pendant cette durée, voilà. Donc c'est
vraiment essentiel de raccrocher ça aussi à effectivement des projets de vie. Qui sont long terme, il faut le préciser. Voilà, parce qui que... sont plus ou moins long terme, mais ta résidence principale, ça peut être plus court terme. Mais clairement, on n'est pas dans du day trading. Hein. On n'est pas dans quelque chose où on se dit j'achète et puis je reviens le mois prochain. Mais c'est le problème un peu de la société aujourd'hui, c'est que tout est très court terme et tout va très vite. Et en fait, on en oublie, même moi qui suis du coup une génération plus jeune, je pense un peu que vous, en général. Que moi, en tout cas, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai 33 ans, voilà. Moi, j'en ai 30 de plus. Nous, on nous a pas appris à l'école et même dans la transmission un peu de parents ou même de manière générale dans la vie en tant que telle, le long terme. C'est pas un truc où on nous a appris ça, le long terme. On nous a appris le court terme, on nous a appris que tout aille vite, qu'en gros il faut vite gagner de l'argent, il faut vite faire ci. Dès que ça devient compliqué, c'est que ça marche pas, on faut changer. Et en fait, c'est pas vrai, il faut laisser du temps long et réapprendre finalement ce que c'est le temps long, c'est-à-dire investir, on met un peu d'argent tous les mois de côté pendant X temps, qui donne du coup un gros capital qui permet de répondre à une étape de vie. Acheter une résidence principale, accueillir un enfant, j'en sais rien moi, profiter de la vie parce que on a bossé pendant 10, 15, 20 ans et que on veut un peu ralentir, partir à la retraite, pouvoir transmettre. Voilà, vendre son entreprise, il y a tout un tas de choses et ça je pense que c'est des sujets qu'il faudrait vraiment réapprendre aujourd'hui, laisser du temps au temps en fait. Oui, alors, et tu as raison. Et du coup, moi qui suis un petit peu plus âgée que vous, et moi du coup qui ai des enfants qui ont vos âges, je pense qu'effectivement, il y a aussi... bien évidemment, le milieu scolaire, le milieu universitaire et tout, mais l'argent, c'est encore très tabou dans notre société. Et de mettre les choses à plat, effectivement, et d'en parler aux enfants, mais de façon globale, comme tu dis. C'est-à-dire, ce que c'est un patrimoine. C'est aussi important. Et c'est pas, en tout cas moi, ma génération, j'ai pas été élevée comme ça, donc du coup c'est vraiment une démarche nouvelle à faire, même au sein de sa famille, je trouve. Je pense que l'important aussi, c'est à un moment donné, vous poser, prendre une feuille de papier blanche et vous dire quels sont mes objectifs. Avant d'investir, je pense qu'il faut que vous soyez capable de répondre à cette question-là. Mes objectifs, c'est quoi ? C'est, en premier, avoir un toit pour ma famille, pour mes enfants. En deuxième, payer les études de mes enfants. En troisième, protéger mes proches. En quatrième, préparer ma retraite. En cinquième, construire une société. En sixième, c'est ça vos objectifs. Donc c'est un objectif patrimonial, ça semble très large, très vaste. En fait, dans la réalité, non, c'est concret. C'est un objectif de vie, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et donc ça, je pense que la première étape, elle est là. La première étape, elle est vraiment de vous dire quels sont mes objectifs, à quoi va me servir cet argent, à quoi va me servir cet investissement. Ça, c'est la première des choses que vous devez vous poser. Et après, il y a d'autres étapes. Mais la première, elle est là. Elle est de se dire, voilà, et de les prioriser. Les prioriser, c'est aussi important. Ah, bien sûr. Voilà. Et on peut les avoir, d'ailleurs, différentes enveloppes en même temps. On peut, tu peux continuer à préparer ta retraite en même temps que tu... veux acheter ta résidence principale, ou protéger tes proches, ou transmettre ton capital. Tu peux te dire, je mets 50 € par mois pour la retraite, et en fait, pour la résidence principale, je décide d'en mettre 150 en budget. Voilà. Et tu as un horizon de peut-être 5 ans pour la résidence principale et de 20 ans pour la retraite. Exactement. Donc, tu n'as pas les mêmes allocations d'actifs et tout ça. Et une fois que tu réaffines que tu as ta résidence principale, tu te diras, peut-être que mon 50, je vais l'augmenter, ou j'aurai un autre projet X ou Y. C'est un peu le principe de rendre aussi de garder des choses malléables. Et puis évolutive, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que rien n'est figé, en fait. Mais comme dans toute stratégie, exactement. Patrimoniale au global, il faut pas te figer sur des spécificités, sur des dispositifs, parce que la vie, elle est changeante, les projets de vie sont changeants, les objectifs de vie sont changeants, la législation est changeante aussi. C'est ça. Et puis, je rebondis aussi sur le fait que rien ne soit figé. Évidemment, la résidence principale, pour beaucoup, c'est une priorité, mais parfois, c'est impossible de la réaliser. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, moi, je vois des jeunes générations parisiennes intramuros acheter sa résidence principale aujourd'hui à Paris. C'est un vrai sujet. Donc, donc, il y a pas de vérité unique, identique à tout le monde. En fait. Puis chacun a des prismes de personnalités différentes sur ce qui compte pour lui. Exactement. Ouais, et on n'a pas tous les mêmes priorités et il n'y a pas de jugement de valeur sur l'ordre des priorités. Aucun. Ça dépend. Non, c'est propre à chacun. Oui, tout à fait.
Tu parlais de moyens, parce Oui. qu'on l'a évoqué là rapidement. C'est souvent le paramètre qu'on peut oublier. Oui. Le moyen, est-ce que tu penses à d'autres paramètres ou comment vous l'évalueriez? Le moyen, Le moyen. dur à dire, évaluer. Évalueriez, ouais. Ouais, pas Il est facile. lundi matin 10h, il n'y a pas de bière. Alors, effectivement, une fois que la liste des objectifs ou des projets de vie est établie, la question, c'est les moyens qu'on alloue à ces objectifs. Et donc, comment est-ce qu'on définit des moyens ? C'est pas l'exercice le plus simple à faire pour définir quels sont nos moyens. Ce qu'on appelle les moyens en gestion de patrimoine, c'est aussi ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Donc, c'est ce qui vous reste à la fin du mois et qui n'est pas utilisé et que vous utilisez pour pas forcément faire de l'investissement. Donc, il faut être très clair sur ces moyens, c'est-à-dire qu'il faut bien identifier ce qui rentre, ce qui sort de manière fixe et sur lesquels on n'a pas le choix, donc payer ses factures, Les charges un peu les vitales, on va charges dire. vitales, etc. Et puis ensuite, identifier voilà, ce qui reste. Et donc, dans ce qui reste, réfléchir à une part loisir, une part évidemment sortie, mais garder des moyens identifiés. De la même... D'ailleurs, la Ouais. part loisir et la part sortie, vacances ou autre, c'est un budget qui est hyper important. Il ne faut pas qu'il soit à 100% Non. que pour ça, mais il faut quand même le garder parce que c'est un budget qui permettra de ne pas accumuler de la frustration. C'est ça. Et puis, il faut l'identifier. Et puis, bon, c'est Vraiment. aussi, et puis c'est aussi une forme de, entre guillemets, de récompense par rapport au travail d'une année, une période dense ou autre. C'est aussi important de se dire, bon, voilà, là, je peux prendre un temps. On a besoin, de toute C'est- façon. on reste des humains et- indispensable. Hein. Et quelqu'un qui vous dira non, il faut rien mettre dans les vacances ou il faut rien mettre dans les sorties, à mon sens, c'est pas une vérité. Non. Et ça tient pas dans le temps. C'est Non. ça. Et donc voilà, et donc vos moyens, ils peuvent être de 50 € par mois à la fin, de 150 € par mois, de 300 €. Donc ça, c'est les moyens qu'on a, c'est la capacité d'épargne qu'on a identifiée mensuellement. Après, effectivement, il peut y avoir d'autres moyens. Et donc là, il y a un rééquilibrage à faire. On a parlé tout à l'heure d'avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois. Si on se rend compte qu'il y a 12 mois ou 18 mois d'épargne de précaution, là, il y a un moyen identifié supplémentaire. On peut aussi avoir des choses qu'on a mis en place en étant convaincu que c'était très bien et finalement se rendre compte que ça correspond plus forcément à l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, du coup, pouvoir encore avoir une poche qui est disponible pour utiliser ces moyens. Et puis voilà. Et dans les moyens, il y a des moyens qu'on oublie aussi souvent. L'un des moyens les plus importants, c'est votre taux d'endettement. C'est-à-dire qu'effectivement, il est essentiel d'utiliser votre taux d'endettement au maximum. Et pour le coup, même si les taux sont à 3,5 sur 20 ans, il faut quand même lever de la dette dès qu'on peut lever de la dette. C'est un énorme moyen d'enrichissement. Puis il faut pas oublier qu'à l'époque, moi, mes parents, mes grands-parents, ils ont emprunté à des taux à 6, 7, 8. Exactement. Ah, même plus de 10 des fois. Il y avait Et plus de 10, c'était tout à fait, ouais, et c'était OK. Hein. complètement. C'est juste que Oui, nous. il y avait un taux d'inflation qui était pas les mêmes non plus. Mais... Non, c'est sûr, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait quand même des Bien gros sûr. chiffres. Bon, alors la vie n'était pas ce qu'elle. Il y a mécaniquement eu de plus d'inflation. Je pense qu'un euro aujourd'hui ne vaut pas un franc à l'époque, ça c'est une certitude. Mhm. Mais pour autant, ça reste un levier non négligeable et qui font aussi que nos aînés, de manière générale, se sont aussi enrichis. Bon, il y a tout le contexte d'après-guerre, de machin, qui faut relancer les industries, donc il y a des opportunités. Mais le lever de la dette fait partie effectivement des leviers d'enrichissement possibles, en tout cas, en gestion de patrimoine. Mais c'était peut-être plus facile quand même. Il y avait peut-être. Il n'y avait pas la même relation avec le banquier déjà. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait dans les mêmes Aujourd'hui, normes je aussi. pense qu'effectivement, Oui, HSF. les jeunes que tu vois pour, notamment dans la région parisienne, emprunter pour pouvoir acquérir une résidence principale, ça ne doit pas être évident. C'est pas forcément toujours évident. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être en capacité d'aller solliciter plusieurs banques, d'aller interroger Faut pas avoir peur. plusieurs Ouais. personnes. Exactement. Enfin, voilà, De toute aujourd'hui. façon, il y a quand même une réalité, la fidélité en banque, c'est pas un truc qui paye. Hein. Enfin, ça paye plus aujourd'hui. Non, mais il faut être. C'est Ça vrai. paye pas autant qu'avant. Ça paye pas autant qu'avant. Ça, voilà, ça c'est tout à payait, fait ça payait beaucoup avant, à une Ouais. époque. Ouais. Aujourd'hui, objectivement, les conseillers ils changent tous les 2-3 ans. Et c'est Oui. aussi une dynamique qui est un peu fait exprès pour pas tisser le lien trop avec ton banquier. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à solliciter différentes banques. Quand bien même, il y a une relation qui est bonne avec le banquier. Enfin, peu importe, hein, il n'y a pas de sujet. Mais ça permet au moins de démultiplier les champs des possibles et de se dire, bon, ben ouais, lui, il suit pas, lui, il suit, il y a telle condition, lui, c'est un peu meilleur. Bon, mais c'est toujours pareil, on va chercher. C'est comme quand tu fais venir un maçon pour ta maison. Bon, mais tu vas comparer 2-3 devis. Exactement. Non, mais bien sûr, il faut faire cette mise en concurrence. Hein. C'est important. Une fois qu'on connaît ses objectifs, donc tu l'as dit, court, moyen terme, long terme, objectif de vie, ses moyens, ce que je peux mettre, ce que je veux mettre,
ce que je suis prêt aussi un peu à perdre par moment, parce que par moment, il y a des supports qui peuvent être un peu comme ça. C'est quoi pour vous les autres paramètres que je dois maîtriser avant de me lancer? Avant de se lancer, c'est l'horizon de temps. Hein. Ça, c'est clairement, c'est très, très important. Effectivement, si je veux épargner pour ma retraite, je suis à 20-30 ans, à 20-30 ans, je peux avoir une allocation d'actifs qui m'oriente vers les actions qui ont quand même sur 20, enfin 40 ans ou 30 ans ou 40 ans la meilleure rentabilité, mais qui ont aussi une volatilité forte. Sauf que cette volatilité, quand je suis sur 20-30 ans, je peux l'accepter, sachant que plus je vais m'approcher de la date, bien évidemment, je vais revoir les choses. Hein, comme tu disais, on réévalue. Et, voilà. Mais peut-être compléter, parce que allocation d'actifs, volatilité. Si les gens nous écoutent et qu'ils n'ont jamais investi, ça peut déjà être deux termes qui sont compliqués. Alors, les actifs, c'est, on a l'habitude de les classer en grandes familles. Donc, on a le monétaire, on a l'obligataire, donc les obligations, pour voir ce que c'est. Et puis, on a les actions. Et puis, on a l'immobilier. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste de l'immobilier. Alors là, je laisserai Marie en parler. Et donc, l'allocation, c'est de se dire, dans mes investissements, comment je vais répartir pour faire que, effectivement, les actions, vous le voyez tous, ça a une très bonne rentabilité sur toutes ces années, mais on peut avoir une année où c'est en négatif. Et si c'est l'année où on doit sortir pour sa retraite, c'est pas le bon plan. Donc, ça veut dire que cette répartition et cet équilibrage entre les différentes classes d'actifs, c'est à la fois aussi entre les différents produits, mais classes d'actifs, on va l'avoir en fonction, par exemple, de son horizon de temps. Exactement. Son profil de risque. Oui, son profil de risque. Voilà. Mais c'est lié, absolument. C'est important, Et toi, Marie, du coup, sur le parti immobilière, parce que c'est que Anne nous l'a dit, c'est plutôt financier. Oui. Donc, alors, en fait, effectivement, l'horizon de temps, c'est assez simple. Et en même temps, pour vous qui écoutez, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. En gestion de patrimoine, l'horizon de temps, il y a du court terme, du moyen terme, du long terme. Le court terme, c'est moins de 5 ans. Et je le précise parce que quelqu'un qui pense à court terme, il pense à 3 mois. En gestion de patrimoine, court terme, c'est moins de 5 ans. Moyen terme, c'est entre 5 et 8 ans. Long terme, c'est au-delà de 8 ans. Déjà, on prend ces bases-là et on commence avec ça. Ensuite, effectivement, vous avez différentes classes d'actifs qui répondent à des horizons de temps et à des profils de risque. Ces horizons de temps, quand on est sur du court terme, on va être sur des profils sur des allocations d'actifs qui sont plutôt peu risquées, donc peu volatiles. Et plus on augmente son horizon de temps, plus effectivement on peut aller sur des allocations ou des sujets un peu plus risqué, donc un petit peu plus volatile, parce que le temps en investissement est notre ami et l'a toujours été. Pour préciser, juste la volatilité, c'est le fait du coup de la monter, fluctuation, descendre, donc d'avoir les montagnes positif, en 10%, peut-être moins 10, moins 8, et c'est finalement l'intervalle entre le plus et le moins qui existe. Dans un temps donné, exactement. Et vous l'avez entendu, on est de Toulouse, donc plus et moins. C'est ça. Exactement. Donc voilà, du coup, effectivement, le sujet de temps est un sujet important. Et sur l'immobilier, donc alors évidemment, l'immobilier, c'est du long terme. Donc on est sur un horizon de placement au-delà de 8 ans. Et l'intérêt de cette classe immobilière, c'est qu'elle combine un rendement et une volatilité moindre. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'avantage d'un couple, ce qu'on appelle le couple rendement-risque, qui peut être très intéressant, que ce soit en immobilier direct, quand vous achetez un investissement locatif, etc., ou en immobilier indirect, donc via ce qu'on appelle la pierre-papier, donc via la SCPI. Nicolas l'a dit, juste avant. Il a parlé de profil d'investisseur. Ouais. On avait préparé la question, c'était de se dire comment je peux définir mon profil d'investisseur sans se mentir à soi-même. Alors, moi, je sais pas. Enfin, j'ai un tout petit problème avec justement une personne n'a pas forcément un profil d'investisseur. Je dirais que c'est une sensibilité majoritaire. Oui, mais à l'instant T.
surtout, il va dépendre de tu vois, si tu as 3 poches qui correspondent à 3 projets de vie avec 3 horizons de temps différents, tu peux avoir un profil plus risqué si vous préparez votre retraite maintenant. Moi, ma retraite, elle est dans très bientôt. Je vais pas avoir le même profil de risque, tu vois. Donc, voilà. Après, je crois pas trop à... je suis une personne, j'ai des biais psychologiques. Exactement. Mais c'est pas le profil biais psychologique et profil d'investisseur, c'est pas exactement pareil. Et l'autre point sur lequel je veux m'insurger, c'est quand on dit que les femmes sont averses au risque et donc peuvent pas investir. Voilà, les femmes, elles ont des profils de risque qui vont correspondre à leur projet de vie, et c'est pas ça qui les bloque pour l'investissement. Ce qui les bloque, c'est de se sentir légitime à prendre ce sujet en main. De moins en moins, et on œuvre pour qu'elles y viennent de plus en plus. Mais donc, pour moi, il faut faire de l'introspection quand on commence à investir. Il faut aussi faire de l'introspection sur mon biais psychologique et est-ce que je peux, par exemple, si j'investis en actions, résister au fait que Donald Trump va envoyer des tweets comme ça et que ça peut faire le yo-yo. Mais très honnêtement, si ça fait le yo-yo et que tu prépares ta retraite et que dans 20 ans, il sera plus là, Trump. Hein, donc, voilà. Tu as la relation à l'argent aussi. Et ta relation à l'argent. Mais je trouve que c'est plus des biais psychologiques que des profils. Les profils d'investisseurs, je pense qu'il faut, mais ça, Marie pourra encore l'expliquer mieux que moi, ça correspond à des répartitions de produits, voilà, et de raisonnement Exactement. Par rapport à un objectif de vie. En fait, pour expliquer, il y a ce qu'on appelle le profil patrimonial. Donc le profil patrimonial, c'est effectivement ce biais dont tu peux parler, c'est-à-dire patrimonialement parlant, sur l'ensemble et la globalité de mon patrimoine, je suis plutôt quelqu'un de prudent, équilibré, etc. Et ensuite, il y a le profil investisseur de la poche et du produit sur lequel j'investis. Et je peux parfaitement avoir un profil d'investisseur totalement différent en fonction de ça. C'est, par exemple, je vais vous donner l'exemple du plan d'épargne retraite. Je ne pensais pas parler du plan d'épargne retraite ici, je suis désolée, mais bon. Mais c'est une réalité. Le plan d'épargne retraite, quand on ouvre un plan d'épargne retraite à 30 ans et que son horizon est 35 ans, tu peux pas être sur du fonds euro. On va pas être sur du fonds euro. Enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Lunaire. Et donc, du coup, pour ce produit-là, je vais avoir un profil d'investisseur qui sera plutôt dynamique et qui, au fur et à mesure du temps, va redevenir prudent pour correspondre à mon objectif de départ à la retraite. Et donc, voilà, je suis tout à fait d'accord, le profil investisseur, c'est en fonction du produit. Et ne pas se mentir à soi-même, c'est sur le profil... Au-delà du produit, parce que j'aime pas ce mot, moi, produit, je dirais plutôt de l'enveloppe. Oui, qu'on va utiliser. Voilà, alors je suis d'accord. Exactement. Je suis d'accord. On peut dire enveloppe plutôt que produit. Pour moi, ça revient au même. Mais voilà. Et ne pas se mentir, c'est se dire, quand je me pose les questions, quand vous allez faire cette enveloppe, vous allez devoir répondre à un profil investisseur, quoi qu'il arrive. Qui que ce soit qui vous le propose, le banquier, le conseiller en gestion de patrimoine ou quoi, il va vous poser des questions. Et il faut y répondre honnêtement à ces questions-là. Et les questions, elles peuvent être très variées, parce que pour définir un profil investisseur, on peut poser des questions comme est-ce que vous connaissez les différentes classes d'actifs, par exemple, donc, voilà. Mais aussi des questions comme quand vous partez en vacances, est-ce que vous préférez arriver 1 heure avant le départ de train, un quart d'heure avant le départ, ou juste au moment où les portes se ferment. Voilà. Ça aussi, ça définit un profil. Et là-dessus, il faut répondre honnêtement. Il n'y a pas de bonne réponse. Et puis, il faut aussi garder en tête une chose, c'est qu'un profil investisseur, c'est obligatoire pour investir. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu des clients qui ont fait des investissements où il n'y a pas eu de profil. Il faut fuir absolument. Oui. Ces manières de faire, ça n'existe pas. C'est l'AMF qui l'oblige. C'est ça. Oui, c'est même la réglementation européenne. Hein, donc, on doit proposer des produits qui sont adaptés aux besoins du client. Et vous, en tant que professionnel de la gestion patrimoine, c'est votre responsabilité. C'est ça. On doit s'assurer de ce qu'on appelle l'adéquation de l'enveloppe avec le profil du client. Ouais. Mais une fois qu'on a le profil investisseur, sur quel type de famille de produits je peux investir ? Comment tu sélectionnes ? Ou est-ce que tu fais une répartition concrète par rapport à ça ? Alors,
Moi, je laisserai Marie répondre sur la partie plus, effectivement, quand tu as ton client et que tu lui fais son étude patrimoniale. Moi, j'aimerais répondre sur les nouveaux investisseurs et qu'on voit arriver depuis le Covid. Les études de l'AMF le montrent. Il y a plus d'1,5 million ou 1,7 million ou 1,9 million de nouveaux investisseurs. Je dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre, il y a quand même un produit qui est relativement simple. C'est un ETF. Donc, un ETF, je vous rappelle que c'est un fonds qui va en fait fédérer un panier de valeurs. De valeurs. On va prendre simple. Voilà. Si on prend un ETF CAC 40, il réplique la répartition du CAC 40. Et que du coup, pour quelqu'un qui va investir, qui va commencer à investir avec, on revient aux moyens, peu de moyens, et on sait qu'une des règles de l'investissement, c'est quand même aussi le profil de risque, mais la diversification. Donc, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Eh bien, démarrer avec un ETF, c'est quelque chose qu'on peut comprendre et qui permet de s'ancrer dans des programmes d'investissement programmés qui ne sont pas chers, où il n'y a pas beaucoup de frais. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que quand on veut commencer aujourd'hui, on peut commencer avec des petits montants et puis de façon progressive et on reviendra sur les erreurs. On fera des erreurs, donc c'est important de commencer de façon progressive. C'est important parce qu'on va faire des erreurs, mais que ces erreurs, elles soient pas très importantes, mesurées. Voilà, donc ça, par exemple, je trouve que c'est un bon produit. Oui, tout à fait. Alors, je vais juste rebondir aussi. Enfin, je suis en phase avec ça. Il y a un point important et le maître mot en gestion de patrimoine, c'est diversification. J'allais te dire. Le maître mot, c'est hyper important. Et donc, du coup, oui, effectivement, faire de l'ETF, oui, effectivement, faire des actions, voilà. Et travailler, et nous, c'est aussi ce qu'on a fait chez Advenis et via notre société de gestion, c'est réfléchir à ces nouveaux investisseurs et à ces nouveaux modes d'investissement. Et que, aujourd'hui, quand vous investissez sur un ETF, il y a de la volatilité sur un ETF. Quoi qu'il arrive, c'est la classe action. Et donc, il y a une très grosse volatilité et beaucoup de performance, mais aussi parfois de la baisse. Bien donc, voilà. Et donc, du coup, c'est aussi dans cette optique-là que nous, on a réfléchi à créer cette nouvelle forme de SCPI qui permet justement de pouvoir investir avec 1 000 €. Et donc 1 000 € pour de la SCPI. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous pensiez de ce que c'était que la SCPI. Mais moi, avant de faire de la SCPI, je pensais que la SCPI, c'était vraiment pour les gens de plus de 60 ans qui avaient 150 000 € à mettre dessus. Et non, en fait. L'immobilier, tu as le biais de te dire c'est des montants importants. On sent tout de suite que voilà, qu'il y a des montants importants, etc. Et là, voilà, nous, on a créé une SCPI qui est accessible à 1 000 €. On peut mettre 50 € par mois dessus, tous les mois. On peut réinvestir ses dividendes. Et il n'y a pas de frais d'entrée. Et donc, je pense que c'est aussi, pour commencer, couplé, pourquoi pas aussi à un investissement ETF, mais vous commencez votre diversification si d'emblée, votre premier investissement, il se fait sur 2 types de supports. Un support ETF qui peut avoir, qui a pas beaucoup de frais, qui peut avoir une très belle performance sur du long terme, etc. Et également sur un support peut-être moins volatile. Qui est décorrélé, en fait. Qui est complètement décorrélé. Et donc, du coup, vous commencez votre diversification et pas forcément avec des gros montants dès le départ. Ça, c'est quand même la grosse... Enfin, je trouve que par rapport, moi qui suis dans cette industrie depuis 40 ans, c'est un gros apport. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de produits accessibles, accessibles en termes de montants, faciles à souscrire parce que tu es sur un parcours digital. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une grande amélioration. Complètement. C'est mieux, mais du coup, ça fait vaste. Ça fait vaste, oui. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as des effets de mode. Aussi. Tu as beaucoup d'effets de mode. L'ETF, on en parle beaucoup. Ouais, l'ETF, tu vois plein de posts, plein de vidéos, plein de formations sur les ETF. En fait, l'ETF, aujourd'hui, moi, j'ai des clients en direct que je gère. Et ils me disent, non, mais je suis diversifié, je suis investir. Ok, t'es sur quoi? Je suis de l'ETF, voilà, du Nasdaq 100, du S&P, du MSCI World. Et en fait, t'es pas diversifié en faisant ça. Parce que quand tu regardes en fait les valeurs qu'il y a dans ces ETF-là, mais finalement, tu es surexposé au marché américain. Oui. Alors... Absolument, mais
investir dans un ETF, ça ne veut pas dire j'investis sans comprendre l'indice sous-jacent à l'ETF. mais Donc il faut c'est il faut souvent le comprendre. raccourci qui est fait, en fait. Ah oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'on en a tellement parlé en disant l'ETF, c'est génial. Ça réplique les indices, il n'y a pas de frais, donc c'est vraiment le truc hyper simple, et en soi c'est vrai. Mais par contre, faire que de l'ETF, c'est une erreur souvent, parce que on va être sur quasiment les mêmes valorisations. Donc là où vous avez un contexte, par exemple aujourd'hui, de conflit avec l'Iran, les Américains, etc., les marchés ont un peu réagi. Objectivement, je trouve qu'ils ont plutôt bien absorbé le coup. Tout à quand même. fait. Mais quelqu'un qui était quand même surexposé en ETF, un peu du Nasdaq, du S&P, du MSCI World, quand on va venir le regarder, et que si cette personne-là a besoin de fonds, je sais pas moi, pour un projet de résidence principale à ce moment-là, et bien, vu qu'il est surexposé, il a subi une baisse de peut-être 10-15% de son capital. Ah ben on est bien d'accord que l'ETF reste dans la classe d'actifs des actions quand c'est des ETF sur des indices actions. Mais il faut diversifier aussi. Voilà. On peut mettre du pays émergent, on peut mettre du Exactement. CAC, on peut aller de sur l'or. On peut prendre des autres. peut-être sur des matières Voilà, premières, par exactement. exemple. C'est l'instrument. L'instrument financier est intéressant parce que du coup, tu peux prendre une exposition qui elle-même est diversifiée. Mais ton exposition, si elle est sur la classe d'actifs actions, elle reste. Exactement. Ouais. Mais tu peux jouer pas jouer, mais tu peux investir et prendre des thématiques. C'est quand même, du coup, là-dessus, intéressant. Et je pense que c'est important de le préciser quand même. Bien sûr. Cet effet de mode là qu'on voit partout. Et par rapport à toutes ces options, comment concrètement je choisis? Alors, comment je choisis dans quoi je veux investir? Dans les options. Ça, c'est... alors, je dirais... et puis, du coup, ça va faire le lien avec Marie. Est-ce que je choisis tout seul ou est-ce que je me fais accompagner? Donc ça, c'est vraiment très, très important. Parce que concrètement, c'est quand même comme ça. Tu vois, tu as pris un petit peu de temps. Donc, tu t'es intéressé, tu es allé voir des émissions comme celle-là. Tu t'es intéressé... Bon, puis il ne faut pas rêver. Hein, les jeunes, ils vont aller sur ChatGPT, regarder, voilà. TikTok. Voilà. Et donc, se poser la question... Est-ce que je veux y aller tout seul ou est-ce que je veux être accompagné? Est-ce que je veux y aller tout seul pour une petite partie parce que j'ai envie de m'intéresser en direct? Est-ce que je veux être accompagné pour une partie qui prend l'ensemble de mon patrimoine? Ce qui me paraît important également. Là, je dirais que premièrement, et je pense que c'est important de répéter, regardez les agréments des intermédiaires avec qui vous allez travailler. Il y a la liste noire de l'AMF. Moi, j'ai fait des formations où il y a une dame qui avait investi dans une plateforme de crypto qui était directement sur la liste noire. Elle l'avait pas. Donc ça, c'est tu démarres, tu as fait ton introspection, tu te dis, voilà, j'ai mes projets de vie, maintenant, avec qui je vais travailler? Et le avec qui je vais travailler, il est vraiment important. Il y a donc l'agrément, savoir si je suis dans une juridiction française ou pas, parce que le jour où vous avez un questionnement, quand vous êtes dans une juridiction, voilà. Est-ce que quand c'est un broker en ligne, par exemple, il va me fournir les imprimés fiscaux bien sûr. adéquate. Non, mais ça paraît très prosaïque, mais, c'est la période. Réalité, voilà. Ouais. Et bien évidemment, et là, je pense que Marie pourra peut-être nous donner une précision entre eux, parce que moi, ça m'est souvent demandé dans les discussions entre un conseiller de gestion patrimoine et un conseiller financier. et un CIF, voilà, exactement. Là aussi, il y a des agréments qui sont importants. Après, on pourra parler des frais, mais il y a un service. Donc je dirais que, voilà, il faut savoir si je veux y aller tout seul, si je veux être accompagnée. Exactement. Et puis j'allais dire, voilà, effectivement, un conseiller en gestion de patrimoine, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Je suis désolée. Tu enlèves un mythe. Là, j'enlève un Non, mythe. mais t'as raison. Un conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un diplôme. Un conseiller en gestion de patrimoine, tout le monde peut être conseiller en gestion de Et patrimoine. malheureusement. Donc, c'est quand même vraiment important de le savoir. Par contre, tout le monde ne peut pas être conseiller en investissement financier, donc CIF. Ça, c'est ce que Anne disait par rapport aux agréments. Donc, un conseiller en investissement financier, c'est quelqu'un qui a eu une obligation de faire 150 heures de formation, de passer un diplôme délivré par l'autorité des marchés financiers et ensuite d'avoir chaque année un minimum de 7 heures de formation sur le sujet. Et donc, du coup, d'être... alors, un conseiller en investissement financier n'est pas un expert
Moi, j'ai toujours l'habitude de me définir comme un médecin de famille, un médecin généraliste. C'est-à-dire que oui, un conseiller en gestion de patrimoine CIF, il a des compétences sur différents sujets, mais il n'est pas expert, il n'est pas expert fiscal, il n'est pas expert juridique, il n'est pas... Donc voilà, il n'est pas notaire, il n'est pas... Voilà, donc effectivement, autour de l'aspect conseiller en gestion de patrimoine CIF, il y a aussi vos experts comptables s'il y en a, des notaires s'il y en a, et d'autres professionnels. Mais voilà, vous faire accompagner, oui, et vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine CIF à partir de 1 000 €. Il ne faut pas non plus imaginer qu'il faut énormément d'argent pour avoir un conseiller qui vous accompagne et qui vous aide et qui va vous permettre justement de vous dire, voilà, on repart du début, c'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire, pour quel objectif, avec quels moyens, selon quel profil. Et ensuite, mes préconisations vont être de faire tant de % sur la partie action via des ETF, via d'autres types, tant de % sur l'assurance vie, tant de % sur le PER, tant de % sur l'ASCPI, tant de % sur de l'immobilier direct, etc. etc. Et en fait, notre métier, enfin en tous les cas le mien, et celui que je représente aujourd'hui, c'est justement d'être en capacité de vous apporter de l'aide, de l'accompagnement sur ces types d'investissements et sur qu'est-ce qu'on fait, sur quel montant, pour combien de temps et pour quels objectifs. Pour rebondir sur ce que disait Marie, pour vérifier que la personne est CIF, il faut aller sur le site de l'ORIAS. C'est ça. Vous avez l'annuaire, vous mettez le numéro sirène ou le nom de la société. Exactement. CIF, conseiller d'investissement financier, donc tu les 150 heures. Souvent, ils sont COA, courtier en opération d'assurance, donc c'est l'assurance vie. Exactement. Voilà. Et souvent, ils sont COBSP, donc c'est le crédit. C'est ça. S'il est passif, il ne peut pas vous parler des CPI, il ne peut pas vous parler de Girardin, non. Il ne doit pas faire de conseils. Non. Et je rebondis sur le CGP, parce que ça a été galvaudé à un moment donné. Tous les réseaux qui faisaient un peu de vente des fiscs étaient des CGP. Non, c'était des distributeurs d'immobilier défiscalisants. Exactement. En fait, c'est le problème, c'est que c'est pas un titre qui est Non, protégé. tout le monde peut le dire. C'est que moi, par exemple, qui ai un master 2 dans le domaine, en gestion, enfin, en ingénierie du patrimoine, ce qui est du coup un terme qui est un peu plus utilisé, qui est démarquant, mais qui n'est pas non plus un terme protégé en tant que tel. J'ai le même titre, enfin le nom de profession finalement que quelqu'un qui aura fait une reconversion, qui était mécano, qui aura fait 6 semaines de formation ou 8 dans un endroit. Mais pour autant, il y a un fossé énorme sur la compétence en tant que telle, notamment sur le volet juridique. Moi, le diplôme que j'ai, par exemple, c'est la CJA, compétence juridique appropriée, qui permet de faire du conseil, ce qu'on appelle honoraire ou un peu juridique, en annexe toujours, mais de conseil des chefs d'entreprise, des rémunérations, des montages, en plus du CIF, en plus de l'IAS, du OBSP, enfin, t'en as plein. Et l'idée, c'est de trouver surtout, je pense, un conseil dans lequel il y a une confiance, il y a quand même de la compétence, et d'avoir des professionnels autour de soi qui travaillent pour soi. Exactement. Le CGP ne doit pas avoir de mal à travailler avec un expert comptable, l'expert comptable ne doit pas avoir de mal à travailler avec le CGP, ou le notaire, ou peu importe. Tout à fait. De manière à ce que ça soit fluide pour le client, parce qu'on travaille finalement pour la même personne. Exactement. Et dans le but de cette personne, et dans le but de construire des projets de vie finalement là-dessus, d'assainir, en tout cas d'optimiser un peu, de maîtriser mieux la situation initiale de la personne qui vient nous voir, quoi. Et comme je sais que vous allez mettre les présentations, les e-books et tout ça après, je pense que ça serait important de mettre une définition, mais aussi le lien sur l'ORIAS et le lien sur la liste noire. C'est pas le site le plus simple à trouver, l'AMF, liste noire. Oui, mais nous, on l'a mis aussi sur le site placedesinvestisseurs.org parce que bon, ça peut être le premier réflexe quand même, notamment, je pense que pour tous les jeunes qui arrivent, c'est de voir tout de suite avec quel intermédiaire ils vont interagir. Et je rebondis sur ce que tu dis. Qu'est-ce que, pour toi, on doit vérifier avant tout investissement? C'est quoi votre grille de lecture? En se disant, voilà, on me propose cette solution, qu'est-ce que je dois vérifier? La première chose à vérifier, c'est savoir si vous l'avez comprise. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Non, mais il y a beaucoup trop de choses sur lesquelles les gens ne comprennent pas et ils y vont. Enfin, vous devez comprendre ce sur quoi vous investissez, c'est hyper important. Et le problème, c'est qu'ils y vont parce que derrière, il y a une institution. Oui. Souvent, on le voit, alors, j'ai rien contre les banques, hein, je préfère le dire, mais c'est souvent c'est le meilleur des exemples, c'est-à-dire que votre banquier va vous expliquer ce que c'est une assurance vie, un PER, un compte titre, un PEA, voilà, vous n'aurez rien compris. Mais vous allez quand même le faire parce que c'est la banque.
Oui, Et il y a ça, une confiance dans son conseiller bancaire encore. je trouve que c'est problématique parce qu'on fait quelque chose qu'on ne comprend pas. Et à contrario, quand on va aller voir un gestionnaire de patrimoine avec qui il y a de la compétence, il y a de l'expertise, il y a tout ça, qui va expliquer la même chose, où finalement vous aurez compris, vous allez dire ok, super, génial, ben, je vais le faire avec le banquier. Ben, c'est incroyable, c'est-à-dire que le CGP a fait en sorte que tu as compris. Ouais. Et tu vas avec le banquier qui, lui, a fait en sorte que tu ne comprennes rien, mais tu vas quand même faire avec cette personne-là. Et donc, c'est là où il y a encore, je pense, un vrai travail à avoir, de pédagogie au niveau des banques, en tout cas, pour avoir des explications beaucoup plus limpides et claires pour les gens en tant que tels, parce que on fait rien. Enfin, pour moi, il faut rien faire tant qu'on n'a pas compris effectivement la solution. Mais ça, c'est vrai pour tout dans la vie, que ce soit l'investissement ou toute autre chose, le bricolage, je sais pas moi, l'éducation des enfants, savoir qui on est. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'entremêlent là-dessus. Mais il faut comprendre vraiment les choses de manière globale, quoi. Et nous, l'objectif, j'en parle d'autant plus facilement parce que comme on vient de lancer cette plateforme digitale pour la SCPI Eden, sur le site qu'on a créé, on a vraiment fait en sorte de se dire, je suis quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne comprend rien, qui ne sait pas ce que c'est que la SCPI. Je vais essayer de créer quelque chose qui, à la fin, te fasse comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, combien ça coûte. Ouais. et vraiment, enfin voilà, ça m'intéresserait d'ailleurs, si vous avez des retours là-dessus, allez sur le site edeninvestissement.com parce que c'est vraiment un boulot c'est une fierté pour moi de l'avoir créé, sans être... de vulgariser justement de manière pédagogique l'investissement SCPI. Voilà, ça m'intéresserait d'avoir vos retours sur est-ce que c'est clair, est-ce que vous avez compris et est-ce que c'est suffisamment pédagogique pour vous. Donc ouais, il faut aller voir sur le site de Marie, pour le coup c'est intéressant d'avoir un retour là-dessus. Après il y a d'autres contenus aussi qui sont faits de manière plus large. Moi j'en fais partie sur LinkedIn, ceux qui me connaissent, sur des contenus pédagogiques au sens large. D'ailleurs on avait travaillé un peu ensemble, Marie, sur cet aspect-là. Il y a aussi Guillaume Simonin qui fait des choses très bien sur ces sujets-là. Snowball aussi. Nous, on a fait quelque chose, mais vraiment même plus basique en investissement, enfin, sur qu'est-ce que c'est que le marché financier, comment ça fonctionne et tout. Mais qui sont des essentiels aussi, basiques et qui sont gratuits sur Investisseur Academy. Voilà, parce que c'est bien de se poser et de... Je pense que ça vous fait gagner du temps aussi si les gens arrivent avec des bases. Et moi, je rajouterais simplement quelque chose, c'est trouver du plaisir aussi. Parce que vous l'avez dit ce matin quand vous avez introduit cette semaine tous les deux. Bon, par exemple, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour ceux qui vont avoir la chance d'être dans un groupe, une entreprise qui va faire de la participation, de l'intéressement, ils vont du coup avoir un investissement, mais qui va être expliqué de façon très technique, et il faut le faire, avec l'abondement, donc la décote et tout. Allez-y, parce que de toute façon, c'est tellement intéressant. Mais du coup, on n'explique pas les bases. On n'explique pas, oui, mais là, vous investissez dans vos entreprises, c'est la classe d'actifs actions. Exactement. Elle va être volatile et tout. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un moment clé où on pourrait embarquer ces jeunes actifs à avoir les bases. Et du coup, quand tu bosses dans une entreprise, généralement, tu t'intéresses à elle. Généralement, tu t'intéresses au secteur. Tout à fait. Donc, je dirais, investir... Quand tu passes tes entretiens d'embauche, déjà, il faut que tu connaisses un peu l'entreprise. Ouais. Donc, je dirais, investir dans quelque chose que tu comprends. Oui. Investir dans quelque chose qui t'intéresse. Je veux dire, si tu es dans le médical, tu peux t'intéresser aux biotech, pour y prendre du plaisir et de l'intérêt. Je veux dire, tu te nourris aussi, tu regardes l'économie, on peut être conseillé et être piloté, mais quand même, je veux dire, j'ai investi là-dedans, donc je le suis. Donc, je trouve que... Parce que sinon, ça va être effectivement l'injection « Ah, tiens, j'ai pris résolution, je vais à la salle de gym. » Ah non, mais c'est ça, c'est clairement ça. 6 mois, et puis investir avec quelqu'un qui est agréé. Oui. Ah ça, c'est de base. La base. Quand tu demandes à des salariés ce que c'est la participation, l'abondement, l'intéressement, il n'y en a pas un qui est capable de te dire « Ah ouais, ça marche comme ci, comme ça, machin truc. » Je le fais parce qu'en fait, mon entreprise met de l'argent. Et que du coup, c'est forcément intéressant. Exactement. C'est intéressant. Et en soi, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais bien pour sûr. le coup, il y a tout le derrière, la gestion, le comment on peut l'utiliser, le déblocage des fonds. Il y a tout un tas de choses. Puis les supports. Là, par contre, il n'y a personne. Et les supports. Voilà. Personne ne sait ce qu'il y a dans son PE. Ah non, parce qu'on n'a pas expliqué la base. Exactement. Voilà, exactement.
Il nous reste 3 minutes. Oula. Dernière question qu'on avait préparée. Après, si on a un peu de temps, on voit si on peut faire. C'est quoi l'erreur que vous voyez le plus souvent? Donc là, c'est plutôt pour protéger les gens. C'est quoi l'erreur que vous voyez le plus souvent? Aujourd'hui, là, parce que ces dernières années, il y a une accélération, c'est de se précipiter. Il y a La énormément... peur de rater l'opportunité. Exactement, Le FOMO. parce que et donc je suis contente d'être là aujourd'hui parce que vous n'êtes pas du tout dans cet esprit-là, mais tu vas rater une opportunité, il faut y aller. Et du coup, les gens, ils se précipitent sans avoir fait tout ce dont on vient de parler. Donc je dirais ça. Et deuxièmement, accordez-vous le droit de faire des erreurs. Le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Donc, mais des petites sur des petits montants. Mais c'est pas grave si on fait des erreurs sur des petits montants. Moi, ce que je constate aussi, c'est de se tromper de véhicule en fonction de l'objectif. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, si vous voulez préparer votre retraite, par exemple, vous mettez pas tout sur de la crypto-monnaie, en fait. Oui. Enfin, et voilà, c'est plutôt ça, c'est qu'effectivement, les erreurs, elles sont souvent liées à des phénomènes de mode dont vous parliez tout à l'heure, qui fait que tout le monde fait de l'ETF, je vais faire de l'ETF. Tout le monde fait de la crypto, je vais faire de la crypto. Tout le monde fait... Non. Je reprends. Diversification. C'est le maître mot et c'est là-dessus que se base la réussite. Et c'est parce que vous ferez des investissements diversifiés sur plein de supports différents. Voilà. La dernière erreur, et je pense que pour le coup, Anne sera en phase avec moi, c'est qu'en investissant en bourse, parfois on a des émotions. Oui. Et que pour le coup, très souvent, on constate quand même qu'on achète au plus haut et qu'on vend au plus bas. Parce que c'est émotionnel. Et qu'effectivement, ça représente aussi quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui s'intéresse, etc. Et donc, souvent, pour les investissements, en tous les cas en bourse, on conseille beaucoup aussi d'écouter un peu, pour le coup, le conseiller qui est moins émotionnel bien sûr. que l'investisseur direct. Bien sûr. Ce qu'on appelle le risk management. Exactement, tout à fait. Mais ce qu'il faut, je pense, garder en tête, c'est apprentissage. Quand on apprend, de manière générale, quand on est petit, on tombe, on se fait mal. On fait des erreurs. Et l'investissement, c'est pareil. On fera des erreurs de manière générale. Quand on bricole, on peut se faire mal. On fait des erreurs pour ensuite se dire, OK, ça, je l'ai fait, j'ai testé. Je vois comment ça marche. Maintenant, je le ferai différemment. On va cesser une dernière minute. Ouais. On va pas faire des questions. Je vais plutôt vous demander un conseil qu'on pourrait dire aux viewers. On a parlé du sens de l'investissement. Un truc simple, applicable. Exactement. Alors, moi, je dirais que investir, c'est agir. Donc, c'est important d'agir. On l'a vu, de ne pas laisser les choses comme ça. C'est agir pour soi. On l'a vu, construire un pouvoir d'achat dans le futur. Et c'est agir pour la société. Parce que la façon dont vous investissez, ça peut avoir aussi un impact. Je rappelle, l'investissement, ça finance nos entreprises, ça finance nos structures. Je pense que toi, tu investis aussi dans des infrastructures. Donc voilà, donc se dire, je mets tout sur un ETF qui va aller financer les entreprises américaines, c'est pas la même chose que de se dire, j'investis en Europe. Donc voilà, investir, c'est agir. Donc effectivement, il faut agir avec toutes les précautions. Le passage à l'action. Voilà, le passage à l'action. Exactement. Je pense que peut-être que le conseil, c'est maintenant. Il faut y aller. Voilà. Il n'y a pas de moment parfait, mais il faut juste essayer. Faut commencer, en tous les cas. En tout cas, il ne faut pas attendre le meilleur moment, parce que le meilleur moment, il n'existe pas. Et plus on commence tôt, plus c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est agir et effectivement passer à l'action à partir du postulat qu'on est préparé à ça, mais pas non plus essayer de ne pas trop attendre, on va dire, de repousser le problème, parce que ça, c'est une fâcheuse tendance qu'on a à faire, mais de se dire, je prends le taureau par les cornes et je décide de passer à l'action, même si c'est avec 20 €, 50 €, 100 €, peu importe, on s'en fiche du montant, le tout, c'est de commencer à y aller et de commencer à apprendre. Je vais vous remercier, Anne, Marie. Merci à toutes les deux. Merci à vous. On se rejoint, nous, dans 5 minutes. Il est 10h58. On va reprendre à 11h03. On sera avec Maxime Poc et Minsa Petit-Lambert. On va parler de retraite. À de suite. Merci, à de suite. Merci.